Plus d'une centaine de morts et des dégâts matériels importants au sud Kivu suite aux inondations causées par des fortes pluies ce jeudi dans les territoires des Kaélé. On fait l'état des lieux avec l'administrateur de ces territoires dans ce journal. Crise des farines de maïs dans les espaces Grand Katanga et Grand Kassai. On tend peut-être vers le bout du tunnel. À la tête d'une forte délégation qui s'est rendue successivement en Afrique du Sud et en Zambie à la recherche de solutions après le Haut-Katanga, le ministre de l'économie s'est dit satisfait de cette mission, même si beaucoup reste à faire. La vision de l'opposition par rapport au déroulement des événements actuellement en politique dans les pays, Jean-Marie Kassamba reçoit à 20h en exclusivité le porte-parole de Moïse Katumbi et de sa formation politique Ensemble pour la République, Olivier Kamitato. En Serbie, 3 jours de deuil national à partir de ce vendredi en raison des tueries par balles de 8 élèves et les gardiens d'une école mercredi. Le suspect a été arrêté immédiatement. Il s'agissait d'un élève de 13 ans. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Au sud Kivu, plusieurs morts après des fortes pluies qui se sont abattues ce jeudi dans les territoires des Kaélé. Les bilans faits état de plus de centaines de morts, causant cette inondation a causé également des dégâts matériels importants. 2 rivières sont sorties de leur lit et ont submergé plusieurs ménages. On écoute l'administrateur assistant des Kaélé, Jean téléphone par Joseph Amani. Le bilan est lourd jusqu'à ce qu'on ne sait pas déterminer le nombre de morts, le nombre de blessés et le nombre de disparus. Parce que vous comprenez déjà qu'il est pratiquement impossible de quitter les 2 villages qui sont presque voisins, c'est-à-dire Kabushungu et Chabondo, et aller à Nyamukubi parce que la route est impraticable. Cette situation de l'eau causée par la pluie n'a pas laissé indifférent la route qui pouvait nous permettre d'atteindre les sites pour un bilan. C'est pourquoi nous avons provisoirement les bilans de Chabondo et de Kabushungu où nous avons enregistré d'abord 66 morts, 150 blessés, plus de 500 maisons emportées, la route coupée, c'est-à-dire un grand nombre de disparus parce que il y en a des disparitions, on n'a pas encore retrouvé, nous sommes jusque là à la recherche. Et puis même situation dans les territoires d'Isangui, dans la province de la Chopo et des Bagata au Kwilu. Ils sont sous l'eau, sous les eaux à cause des inondations ayant submergé plus de 19 000 ménages à Isangui et près de 200 maisons touchées à Dimalumbu dans la province du Kwilu. Situation qui inquiète les populations de ces 2 parties de province de la partie de la RDC qui tirent cependant une sonnette d'alarme. Eritien Tamboa. À l'instar de la Chopo, où les inondations faisant suite aux récentes pluies ayant causé des multiples dégâts, la province d'Ikwilu n'est pas épargnée face à cette vague meurtrière qui secoue certains coins de la République démocratique du Congo. D'abord à Chopo, des milliers de ménages sont sous l'eau à Isangui, conduisant entre autres à la fermeture de plusieurs écoles. Des centaines de champs sont signalés inondés, situation qui pourrait ouvrir une porte aux diverses maladies. Juste après les inondations de 1979, il y a eu une grande épidémie de choléra ici à Isangui. En 1987, c'était un peu moins parce que je pense qu'à ce moment-là, on avait pris des précautions. Il y avait des médicaments qu'on distribuait aux ménages et ainsi de suite aux écoles. C'est ce qui avait un peu fait diminuer la situation lors des inondations de 1997. De la province de la Chopo, Kwilu, précisément à Dimalumbu, un quartier urbano-rural situé à 12 km du centre-ville de Bandundu. 132 maisons sont inondées et 25 autres écroulées après le débordement des eaux de la rivière Kassai qui ont quitté les lits depuis plus d'une semaine. Et signalant que le ministre provincial de l'urbanisme et habitant de la région, Joachim Koumarer, parle des constructions anarchiques déjà interdites d'occupation. Toutefois, il annonce la descente d'une équipe sur terrain pour évaluer les dégâts et proposer des solutions au gouvernement.
Et puis à travers une série d'ordonnances lues sur la télévision nationale, le président de la République a décidé de la dissolution, de la liquidation et de la liquidation de l'établissement public Fonds social pour les remplacer par un autre établissement public dénommé Fonds social de la République démocratique du Congo, placé directement sous son autorité et dont les coordonnateurs est M. Gwala Philippe. Le chef de l'État a aussi créé un établissement public pour gérer les réparations de l'Ouganda envers la RDC ordonné par la Cour internationale de justice. Et en justice, justement, Jean-Paul Mukolo Konkesha a pour sa part vu son mandat être renouvelé comme procureur général près la Cour constitutionnelle. Menace de grève à l'enseignement primaire, secondaire et technique et à l'enseignement supérieur et universitaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni ce jeudi autour de lui les deux ministres sectoriels ainsi que leurs collègues du budget et des finances pour étudier à fond la question des revendications des enseignants et des professeurs. Sama Lukonde n'attend ménager aucun effort pour que les enseignants de l'EPST, notamment ceux appelés à prester lors de la passation des différentes épreuves, ainsi que le professeur d'université, soient mis dans les meilleures conditions. D'après le ministre de l'EPST et celui de l'ESU, des instructions claires leur ont été données pour que tout soit mis en œuvre afin de rencontrer les préoccupations des enseignants. Nous venons de sortir d'une réunion autour du Premier ministre avec les collègues sectoriels issus EPST. Le Premier ministre avait tenu à la présence du ministère budget ainsi que les finances pour voir dans quelle mesure nous pouvons rencontrer les préoccupations des professeurs au niveau de l'ESU ainsi que des enseignants au niveau de l'EPST ainsi que les cadres et services centraux. Vous avez suivi déjà que les inspecteurs qui ont décrété la grève et qui s'apprêtent à boycotter les épreuves certificatives et même tous les autres enseignants pour les engagements d'avril ainsi que les primes d'encadrement de la paye pour les cadres agents des services centraux. Nous venons donc de faire un tour de réseau autour du Premier ministre et il a été décidé qu'un cadre de concertation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques, d'INACOP, inspection, ainsi que le secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents. Je crois que le Premier ministre a tenu son engagement de réunir tous les acteurs du secteur avec ceux qui gèrent la marmite de l'État congolais. Et donc, il nous a donné des instructions de pouvoir respecter nos engagements. Pour ce qui concerne le professeur, par exemple, c'est les 50% pour lesquels on s'est convenu. Et donc, le ministère des Finances va devoir faire un geste pour rencontrer les revendications des professeurs, en tout cas pour ce qui concerne le mois d'avril. Et puis au deuxième trimestre de l'année en cours, la mise en œuvre du régime contributif de la sécurité sociale est devenue effective dans les secteurs de l'éducation nationale. La légère retenue à la source observée au mois d'avril 2023 nécessitait un accompagnement pédagogique afin de faire comprendre à chaque enseignant l'importance de la cotisation sociale en guise d'épargne pour les pensions des retraites. Au cours des échanges organisés ce jeudi 4 mai avec le banc syndical de l'EPST, le directeur général de la SENSAP, Junior Matamelanga, mettant en œuvre les recommandations de la tutelle, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a eu des mots clairs pour expliquer à ses nouveaux assurés les nombreux avantages de leur affiliation à la SENSAP du fait de la loi numéro 22/031 portant régime spécial de la sécurité sociale des agents publics de l'État, promulguée le 15 juillet 2022 par Félix Tshisekedi.
Et ont reçu des réponses à toutes les préoccupations soulevées, les différents représentants des organisations syndicales de l'EPST n'ont pas eu des difficultés à assimiler les méandres de l'assujettissement des enseignants à la SENSAP, dans la mesure où concomitamment les opérations d'immatriculation des enseignants retraités se déroulent à la satisfaction générale. Il était tout simplement question pour les uns et les autres de s'accoutumer aux rudiments de la sécurité sociale qui part du principe que les pensions des passifs sont financées par les actifs. Pour ce qui est des agents publics de l'État en République démocratique du Congo, ils ont davantage raison de faire confiance à la SENSAP, d'autant plus qu'elle engage l'État employeur qui est le plus grand contributeur du financement des retraites. Programme à ne pas rater ce soir sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba reçoit en exclusivité le porte-parole de Moïse Katumbi et de sa formation politique Ensemble pour la République, Olivier Kamitatou, ancien président de l'Assemblée nationale, ministre des Plans une décennie durant avant de basculer dans l'opposition. Olivier Kamitatou confiera à Jean-Marie Kassamba la vision de l'opposition par rapport au déroulement des événements actuels dans les pays. Et puis, c'est ouvert ce jeudi 4 mai à Bujumbura, en Ouganda, la session ministérielle du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, en amont du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Une occasion pour le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi, de dénoncer l'idée de violer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda 10 ans après la signature de cet accord de paix. Après les mots des institutions garantes, à savoir CIRGL, SADC, UA et ONU, vint le tour de la prise de parole par le président sortant de la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Moussa Nyamwisi a débuté son speech par la condamnation des massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai au village de Kizimba, non loin de Kishanga, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale a exigé que des enquêtes soient menées pour que les coupables répondent de leurs crimes. Terrible nouvelle vient de tomber ce matin parce que cette nuit, un camp de déplacés congolais dans le Nord Kivu, dans le village de Kizimba, non loin de Kichanga, a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par leurs alliés du RDF et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. La délégation congolaise a aussitôt rappelé les engagements contraignants établis par les pays signataires de l'accord. Il s'agit des principes suivants. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Autre point soulevé par la République démocratique du Congo, sa volonté à rapatrier tous les combattants désireux de rentrer dans leur pays d'origine, conformément à la volonté du chef de l'État visant à éradiquer les groupes armés dans la partie est de la RDC. Moussa Nyamwisi s'est questionné à haute voix sur l'idée de violer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda 10 ans après la signature de cet accord de paix. Et puis le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe, est arrivé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga ce jeudi. Dans sa suite, quelques membres du gouvernement central ainsi que le gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katwe. Cette délégation s'est rendue successivement en Afrique du Sud et en Zambie à la recherche des solutions afin de pallier à la flambée du prix de la farine de maïs dans l'espace Grand Katanga et Grand Kassai. À sa descente d'avion, Vital Kamerhe s'est dit satisfait de cette mission, même si beaucoup reste à faire. La mission la plus importante, c'est celle qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversité dans la production, ou la diversification de la production, est le secret pour résoudre le problème, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terres plus que le Katanga. Mais c'est un paradoxe que nous allions chercher de la farine en Zambie. Donc nous allons étudier les causes qui font que les producteurs du Katanga
ne produisent pas autant qu'il faut. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Nous pensons que du côté de l'État, nous avons aussi des efforts à faire, des mesures d'allègement, par exemple. Mais la mission s'est bien passée de l'autre côté. Mais la mission la plus importante, c'est ici où nous allons parler avec les Katangais, les Congolais, pour résoudre nos problèmes congolais. Et cette crise des maïs que connaît la RDC, par contre, ne va pas toucher les familles militaires et leurs dépendants, ce grâce au service national. Les camps militaires ont été inondés par la farine des maïs du service national en stock important. Le commandant de ces services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kawik, a aussi annoncé l'installation des chambres froides dans différents camps militaires pour les ravitaillements en viande fraîche provenant des fermes du service national pour les familles militaires. Suivez. C'est un ouf de soulagement pour les familles militaires et leurs dépendants. En pleine crise de maïs, où un sac de 25 kg est vendu jusqu'à 120 000 francs, les familles des militaires achètent un sac de farine d'une quantité supérieure à 25 kg à 18 000 francs congolais dans des cantines approvisionnées par le service national. Et les commandants du service, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kawik, a effectué une visite d'inspection dans des camps militaires pour s'assurer du respect de ces consignes. La cantine qui est au camp Tchatch, la cantine au camp Kokolo, la cantine au camp Fungula, la cantine au camp Kabila, la cantine au camp Seta, la cantine au camp Badiadi sont toutes opérationnelles. Et qu'aujourd'hui, pour moi, c'était juste pas une visite ordinaire, donc une visite d'inspection pour m'assurer que celle-ci fonctionne normalement à la grande satisfaction des bénéficiaires, mais pour me permettre aussi de faire rapport à la haute hiérarchie, donc au commandant suprême, qui tient en sec, en dépit de la flambée de prix de la farine de maïs sur l'ensemble du territoire national, que les militaires, les policiers ainsi que leurs dépendants bénéficient de cette denrée qui est produite au service national au même prix qu'il avait indiqué lors du lancement des cantines. Le service national s'apprête à construire de chambres froides dans des camps militaires pour ravitailler désormais les familles militaires en vivres frais, chanchards et viande fraîche des fermes du service national. Autre chose, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kakonde, est appelé à mettre fin au recrutement non autorisé de la police nationale congolaise. Cet appel émane du réseau pour la réforme du secteur des sécurités et des justices. Maître Emmanuel Kabingele, coordonnateur de ces réseaux, et j'en au téléphone par Météyébé. Le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice a pu le 20 avril dernier adresser une note technique au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour pouvoir essayer de brosser le tas de la question de la réforme de la police nationale, mais pratiquement sous l'angle de l'amélioration de l'image de la police nationale. Et dans le cadre de la dite note, on a également insisté sur un constat, surtout à l'intérieur du pays où nous avons des informations avec beaucoup plus d'évidence, où certains commandants se sont permis de recruter le personnel de la police nationale en dehors du circuit officiel et de les utiliser sans formation préalable. Et nous pensons que la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise doit être respectée, et également aussi la loi portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise. Au-delà de ces aspects, nous avons également proposé un certain nombre de pistes pour pouvoir renforcer
l'interaction entre la population et la police nationale. Et ces pistes se retrouvent dans notre note technique. Et puis le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé vient de lancer une mission de contrôle de grande envergure dans les sociétés principales à travers le pays. Dans un message diffusé sur les antennes de Télé 50, Miguel Katem invite à la collaboration toutes les parties prenantes pour l'efficacité de ce travail combien important pour parvenir à la création de la classe moyenne véritablement congolaise. On va l'écouter dans cet extrait choisi par Jean-Paul Kimoni. Nous avions déjà indiqué que par-dessus les missions de planification, des consultations, des contrôles et des règlements des contentieux lui fixés par les décrets qu'il a institués, l'orientation générale procède de la vision du président de la République telle que définie plus haut. S'activer à créer une vraie classe moyenne, au sens pré-rappelé, est sans doute une option volontariste, mais elle se veut également réaliste, en tout cas réalisable sur des axes, à savoir l'accès des entreprises congolaises à la sous-traitance dans tous les secteurs productifs, les traitements des faveurs accordés aux nationaux lorsque les conditions le permettent, sans mettre à mal les droits légitimes des autres acteurs concurrents, particulièrement dans les secteurs stratégiques. Cela est, pour nous ARSP, un objectif structurant. Nous le poursuivons sans embâche. C'est ainsi que, dès le début de notre mandat, nous avions annoncé des volets importants de notre action dans ces secteurs, à la fois y mettre de l'ordre et accompagner les sous-traitants congolais afin qu'ils accèdent au marché de la sous-traitance. Nous voudrions rassurer que ces derniers volets est garanti. Sous les volets mettre de l'ordre, appel est fait aux sociétés principales à se conformer à la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Pour ce faire, des mesures particulières s'imposent et seront de strictes applications, notamment l'arrêt désormais du système des prête-noms, c'est-à-dire les recours à une personne qui prétend agir pour son propre compte, alors qu'en réalité, elle intervient pour le compte d'une personne qui ne voudrait pas révéler les parts qu'elle prend dans une affaire ou dans une société formellement parlant, alors qu'en réalité, elle n'est pas impliquée dans la gestion des dites sociétés. Direction la Serbie, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce vendredi en raison des tueries par balles de 8 élèves et les gardiens d'une école mercredi. Le suspect a été arrêté immédiatement. Il s'agissait d'un élève de 13 ans de l'école Vladislav dans le centre de Belgrade. Hier soir, un autre homme a ouvert le feu à l'arme automatique sur un groupe de personnes depuis un véhicule en marche, faisant au moins 8 morts et 13 blessés. En sport, le comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association, Maître Innocent Kibundulu Kazadi est nommé à la tête du secrétariat général. Il remplace Belge Sitoatala à ce poste. Très connu dans les milieux footballistiques nationaux, juriste de formation, Innocent Kibundulu était jusqu'à sa nomination membre de la commission de gestion de la Ligue nationale de football et est le tuteur de la formation des TP Les Anges, sociétaire de l'attente provinciale de football de Kinshasa. 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2023. Les travaux de construction de quelques infrastructures risquent d'accuser encore du retard dans les sites de Stade des Martyrs et Tata Raphaël pour cause l'arrestation du directeur général de la société New Sotem, Gilbert Chizungu, depuis le 26 avril dernier. Dans une déclaration adressée au chef de l'État, les agents de cette société qui est concernée par plusieurs travaux sur ces sites ont indiqué que cette arrestation qu'ils qualifient d'arbitraire aura un impact négatif dans l'achèvement des travaux de construction d'un plus grand nombre des infrastructures qui doivent en principe être livrées à la fin de ce mois.
Pour votre gouverne, vous êtes sans ignorer que nous avons entamé l'atterrissage dans l'exécution des travaux du 9e jeu de la francophonie, dont l'échéance est fixée à cette fin du mois de mai 2023. Cette arrestation arbitraire est donc lourde de conséquences car cela va significativement impacter dans l'achèvement des travaux pour les raisons suivantes. Le directeur général est la personne centrale qui détient les différents contacts importants pour finaliser les 30% des paiements de commandes auprès des fournisseurs avant leur livraison. Newsotem est l'entreprise qui a en charge la voirie et réseaux divers du site des Martyrs et a l'obligation de fournir l'électricité et l'eau potable dans les différents bâtiments construits par les CGC, tels que les gymnases jumelés, les stadiums de basketball et les centres de formation construits par DEC-SARL. Ces entreprises ne seront donc pas servies si ces équipements, les câbles 200 mm, postes de sectionnement basse tension, inverseurs automatiques de source 2000 A, tableau général basse tension ne sont pas soldés pour leur livraison d'ici le 8 mai 2023. L'utilisation des bâtiments construits dans le cadre de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie est tributaire aux travaux que Newsotem exécute. Faute d'honorer le dernier paiement de 30% relatif aux commandes, il sera difficile de satisfaire aux besoins en énergie dans les différents bâtiments. D'où la nécessité de libérer le directeur général afin de lui permettre d'honorer ses engagements vis-à-vis non seulement des fournisseurs et partenaires, mais aussi du chef de l'État et de toute la nation congolaise qui attendent l'organisation de ces Jeux. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Plus d'une centaine de morts et des dégâts matériels importants au sud Kivu suite aux inondations causées par des fortes pluies ce jeudi dans les territoires des Kaélé. On a fait l'état de lieu avec l'administrateur de ces territoires dans ce journal. Crise des farines de maïs dans les espaces Grand-Katanga et Grand-Kassai. On tend peut-être vers le bout du tunnel à la tête d'une forte délégation qui s'est rendue successivement en Afrique du Sud et en Zambie à la recherche de solutions après le Haut-Katanga. Le ministre de l'économie s'est dit satisfait de cette mission, même si beaucoup reste à faire. La vision de l'opposition par rapport au déroulement des événements actuellement en politique dans les pays. Jean-Marie Kassamba reçoit à 20h en exclusivité le porte-parole de Moïse Katumbi et de sa formation politique Ensemble pour la République, Olivier Kamitatou. En Serbie, 3 jours de deuil national à partir de ce vendredi en raison des tueries par balles de 8 élèves et les gardiens d'une école mercredi. Le suspect a été arrêté immédiatement. Il s'agissait d'un élève de 13 ans. Merci de rester avec nous. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Benjamin Moudiata. Bonjour, bienvenue. Merci à vous, Nathalie, et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et alors, on commence avec l'Organisation internationale de la francophonie qui décline l'offre d'audit externe du fichier électoral. Les tabloïds en parlent encore. Exactement, Nathalie, ça continue de faire de beaux camps sur des tabloïds apparus ce vendredi à Kinshasa, les fêtes pour l'Organisation internationale de la francophonie de décliner l'offre de l'audit externe du fichier électoral. Dans son article titré « RDC, audit externe du fichier électoral, le délai fixé par la CENI est en cours, l'OIF décline l'offre », Actualité.cd rapporte que l'Organisation internationale de la francophonie dit ne plus être en mesure d'assumer l'audit externe du fichier électoral en République démocratique du Congo, comme le souhaite la CENI, chose notifiée par un document de la part de l'OIF. D'après le même document, dans la cellule de la communication de la CENI confirme l'authenticité, ajoute l'article. L'OIF salue l'intérêt manifesté par la CENI de la République démocratique du Congo à l'égard de cette organisation. Pour MediaCongo.net,
qui relaie l'opinion congolaise, spécifiquement celle de la société civile, en titrant « Audit du fichier électoral ». OIF décline l'invitation de la CENI. On y trouve cette déclaration, je cite, « Cette structure dirigée par une personnalité rwandaise, ancien ministre des Affaires étrangères d'un pays qui cherche à déstabiliser le nôtre, ne pouvait jamais être en possession de ce genre de documents », s'est questionné Jonas Chimbela après une rencontre avec le président de la CENI. Et pour les médias en ligne radiocapi.net qui titre RDC, OIF n'est plus en mesure d'assurer l'audit du fichier électoral. Ce média nous plonge au sein de réactions en disant qu'après cette demande de la CENI, des voix s'étaient levées pour s'opposer à l'audit externe des fichiers électoraux par l'OIF pour des raisons de souveraineté et pour certains acteurs politiques de la société civile, comme la RDC est en froid avec la République, la RDC est en froid avec le Rwanda, on ne pouvait jamais songer, ne serait-ce qu'un seul instant, que cette institution OIF conduite et pilotée par une Rwandaise ne soit en possession de notre fichier électoral. Il fallait y penser en amont, avant d'alerter on ne pouvait jamais l'opinion congolaise. Puisse se faire. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. Couronnement du roi Charles III, le diamant sud-africain refait polémique. Nathalie, on va commencer avec la petite histoire. Les Stars of Africa, c'est les noms de ces gros diamants, pesant 530 carats, a été retrouvé en Afrique du Sud en 1905. Alors, sous le règne britannique, on a offert ça 2 ans après au roi Édouard VII. Le média français 20 minutes titre à ce sujet « Couronnement du roi Charles III, le plus grand diamant du monde, réclamé en Afrique du Sud ». Ces médias nous rapportent que c'est les diamants de la discorde entre le Royaume-Uni et son ancienne colonie sud-africaine. De fait, le couronnement de Charles III a ravivé les appels en Afrique du Sud pour le retour du plus gros diamant du monde. Ces derniers est en effet la pièce maîtresse d'un sceptre que le monarque tiendra lors de la cérémonie du samedi prochain. Nathalie, la Libération de son côté a titré « Avant le couronnement de Charles III, le Sud-Africain réclame la restitution du plus gros diamant du monde ». Ces médias, Nathalie, rapportent qu'en Afrique du Sud, un mémorandum signé par 80 000 personnes réclame le retour sans excuse de ces diamants, du plus gros diamant de l'histoire en Afrique du Sud. En anglais, on dit « wait and see ». Wait and see, cette histoire est à suivre. On va voir si les diamants seront restitués aux propriétaires. Merci beaucoup à vous, Benjamin, pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.